Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les autorités à Bab Sebta et à Binsar ont du pain sur la planche. Ces points de passage stratégiques grouillent désormais de monde, des personnes mais aussi des marchandises qui circulent en toute fluidité. Nous suivrons un reportage sur cette réouverture qui enchante les Marocains résidant dans les présides occupés de Sebta et de Melilla, mais aussi dans les villes de Tétouan et de Nador. Ouverture aujourd'hui de la 9e édition du sommet Africité, sommet des cités et des gouvernements locaux unis d'Afrique. Cela se passe à Kisumu, au Kenya. L'événement connaît une forte participation de la Direction générale des collectivités territoriales relevant du ministère de l'Intérieur. L'Ertarat, c'est un modèle de gestion hydraulique singulier dont le Maroc peut se targuer. Les secrets de ce savoir-faire ancestral fait l'objet, ou alors font l'objet d'intéressantes études académiques désormais archivées à la Bibliothèque nationale du Royaume. Et puis nous vous parlerons art plastique avec une immersion dans un monde pluridisciplinaire marqué par une abondance chromatique et un sens très élevé de l'esthétisme. Bonsoir. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef d'état-major général des forces armées royales, des instructions relatives à la prise des mesures nécessaires à l'incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l'année en cours. L'opération de sélection et d'incorporation des appelés a débuté hier, lundi 16 mai. Sur ces images, vous voyez le déroulement de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés de sexe féminin dans la ville d'Agadir. Au plan national, le nombre de jeunes de sexe masculin et féminin aussi qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire s'est établi cette année 2022 à plus de 99 000, dont plus de 29% qui sont de sexe féminin. La durée du service militaire est de 12 mois. Pendant les 4 premiers mois, l'appelé reçoit une formation générale et militaire de base, alors que les 8 mois suivants, il reçoit une formation dans les domaines et les spécialisations disponibles dans les centres de formation, dans l'objectif de développer ses compétences professionnelles. Le point de passage de Bab Sebta et de Binsar retrouvent leur dynamisme d'avant. Une marée humaine transite désormais par ces points stratégiques qui facilitent la circulation des personnes mais aussi des marchandises. Bab Sebta et le point de Binsar ne sont pas uniquement des noyaux industriels créateurs d'emplois stables au niveau de la région, mais c'est aussi des endroits qui permettent à plusieurs voyageurs de faire facilement la traversée, mais aussi de retrouver les leurs. Nisril Hamdaoui, Shakir Al-Alaoui, Rachid Latabi et Abdel-Ilah El-Genouni. Hier, peu avant minuit, l'ambiance était à la joie, ou plutôt à la fête, au point de passage Bab Sebta. Sa réouverture est vécue par les Marocains résidant dans le préside occupé comme un grand jour, un moment intense. Ils ont été nombreux à traverser ce point tard dans la nuit, impatients de retrouver leur famille et amis vivant à quelques kilomètres de leur lieu de résidence. Nous sommes très heureux de la réouverture de ce point de passage. Nous avions besoin de humer l'air du pays. C'est chose faite grâce à l'action de Sa Majesté le Roi. Cela fait 2 ans et demi que notre famille nous attend. Ma joie est immense. Notre famille nous a beaucoup manqué. Certains de nos proches sont même décédés et nous n'avions même pas pu assister à leurs funérailles. Ici, tout a changé au mieux. On ne s'attendait pas à un tel accueil et à une telle organisation. C'est la joie, je ne peux rien dire d'autre. C'est un grand jour. Jusqu'à présent, nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de vivre. Même si nous entrons et nous retournons à notre lieu de résidence, nous n'allons pas croire nos yeux. Même ambiance du côté du point de passage Binsar. Les Marocains établis dans le préside occupé de Melilla ont fait le pied de grue, tard dans la nuit. Normal.
Ils ont beaucoup attendu pour vivre pleinement l'événement de réouverture de ce passage, jugé névralgique. Si certains ont choisi de venir en voiture, d'autres l'ont fait à pied ou encore à bicyclette. Tous les moyens sont bons pourvu que l'on retrouve rapidement les plus chers. Ma joie est indescriptible. On avait l'habitude de nous rendre à Nador pendant la journée et de retourner le soir dans nos maisons de résidence à Mlilia. Tout cela nous a beaucoup manqué. Maintenant, tout rentre dans l'ordre. Mlilia retrouve son âme. Elle respire enfin, tout comme nous qui y vivons. Enfin, nous allons pouvoir retrouver nos proches. Lorsque ce point de passage a été ouvert, c'est comme si c'était la porte de notre maison qui s'ouvrait de nouveau. On dirait qu'on était confinés. Nos parents nous ont beaucoup manqué. Visiblement, les Marocains ne sont pas les seuls à savourer ce moment exceptionnel. Notre pays a de la visite. Je suis heureuse. Plus de problèmes à présent entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons envie de visiter le Maroc. J'avais vraiment envie de passer de l'autre côté, visiter Nador. Je vis à Mlilia. Nador nous a beaucoup manqué. Je suis très heureuse aujourd'hui. Au niveau des deux points de passage à Ceuta et Mlilia, toutes les mesures ont été prises des deux côtés pour fluidifier la circulation et garantir une bonne circulation de nos compatriotes et des visiteurs. Et justement, en plus de cette bonne circulation de biens et de marchandises, il y a aussi l'opération Marhaba et le Paso del Estrecho qui engage une étroite collaboration entre les deux pays voisins. Mais de manière plus générale et plus globale, les relations liant les deux pays voisins touchent à plusieurs domaines et sont, je cite, absolument importantes, pertinentes et stratégiques. Et c'est là la déclaration qui émane du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, qui était l'invité d'une émission de la chaîne espagnole Antena 3. Le ministre gambien des Affaires étrangères souligne l'excellence des relations entre son pays et le royaume du Maroc. Mamadou Tangara a eu des entretiens ce matin à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. C'était à l'issue de ces entretiens. Il a réaffirmé le soutien ferme de son pays à la marocanité du Sahara. On l'écoute. Je tiens à préciser que cette visite a valeur de symbole. Suite aux élections présidentielles et législatives en Gambie, le président a formé un nouveau gouvernement. Ma première visite officielle au Maroc, ce qui démontre amplement l'excellence des relations entre nos deux pays. Et je saisis cette occasion aussi pour réaffirmer le soutien de la Gambie au plan d'autonomie du Maroc, la seule solution crédible à notre avis, et de réaffirmer sans embâche ici et sans ambiguïté aucune notre soutien ferme au Maroc sur la question de la marocanité du Sahara. Et c'est avec beaucoup de fierté et ça nous le répétons partout où nous passons, qu'on a été le premier pays à ouvrir un consulat à Dakhla. Parce que pour nous, cette zone fait partie intégrante des territoires marocains. Ouverture aujourd'hui de la 9e édition du sommet Africité, sommet des cités et des gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le siège du secrétariat général est à Rabat. Le sommet cette année Africité se tient à Kisumu, au Kenya. L'événement connaît une forte participation de la direction générale des collectivités territoriales relevant du ministère de l'Intérieur. Et la première session est axée sur la question de la performance des communes. Zakaria Moukhenbillah et Nisril Hamdawi pour le commentaire. La 9e édition d'Africité se penche sur les moyens de faire des petites localités et des villes intermédiaires, villes qui comptent entre 50 000 et 1 million d'habitants, d'en faire un levier pour l'inclusion sociale et économique. Au programme, aménagement et planification des villes intermédiaires, une redéfinition de l'armature urbaine africaine et un recentrage du développement africain sur les territoires.
Pour cette édition d'Africité 9, la collectivité territoriale marocaine est présente en force. La délégation marocaine est composée de présidents de collectivités territoriales, d'élus, de représentants du ministère de l'Intérieur et d'experts. Et elle ambitionne de communiquer sur l'expérience du Maroc en matière de décentralisation et de régionalisation avancée. À la clé, plusieurs sessions, ateliers et side events qui seront organisés par le Maroc lors de ce sommet. C'est une opportunité de pouvoir nouer des relations de partenariat entre des collectivités territoriales marocaines et des collectivités de pays africains, dans le but d'échanger les expériences et les bonnes pratiques. Événement panafricain phare de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Africité se tient tous les 3 ans depuis plus de 20 ans dans l'une des 5 régions du continent. Vous pouvez sortir vos vêtements légers et augmenter vos apports hydriques car le temps chaud commence à s'installer. Une vague de chaleur est en effet prévue à partir d'après-demain jeudi. Cela concerne plusieurs provinces du royaume. Les températures seront comprises entre 40 et 43 degrés à Taoudan, Tata et à Sazag, entre 38 degrés et 41 degrés à Taounet, Moulay Yacoub, Sidi Qassam, Khmissat, Khoulibga, Bni Mellal, Fqay Ben Saleh, Qal'at Sragna, Rhamna, Marrakech et Smara. Et puis des températures entre 43 et 46 degrés à Sidi Qassam, Sidi Slimane et à l'intérieur de l'Arayesh et de Kenitra. Les États membres de l'Union pour la Méditerranée réunis aujourd'hui et demain aussi à Marrakech pour la 5e réunion ministérielle de l'UPM sur l'emploi et le travail. Au programme des débats sur les défis pressants sur le marché du travail dans la région euro-méditerranéenne. L'accent est particulièrement mis sur la manière d'assurer à tous, et surtout aux plus vulnérables, une reprise inclusive, verte, numérique et durable. La conférence est aussi l'occasion de présenter l'ambition derrière la stratégie globale de l'UPM pour plus d'initiatives régionales en faveur de l'employabilité et de l'autonomisation économique des femmes. Et justement, sur l'importance de ce forum de Marrakech, nous vous proposons tout de suite d'écouter le commissaire européen à l'emploi et des droits sociaux, Nicolas c'est cela, Chimatapel, qui appelle notamment à une mobilisation commune pour s'attaquer aux grands problèmes sociaux. On l'écoute. Le social, la modernisation du système de protection sociale, mais aussi de l'emploi, l'investissement dans la formation, notamment aussi l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi et des femmes. Et je salue tout particulièrement tous les efforts qui sont déployés pour faciliter l'insertion des femmes. Et nous venons d'entendre d'ailleurs un exemple formidable d'une jeune femme qui a créé une entreprise, qui est en train de créer des dizaines, voire des centaines d'emplois. Je crois que ça montre le dynamisme de la région euro-méditerranéenne. Nous sommes tous conscients qu'il y a des difficultés actuelles. À la fois, nous sortons de la crise majeure du Covid, nous avons la crise due à la guerre en Ukraine, mais je crois qu'ensemble, nous pouvons apporter des solutions solidaires, et je crois que ça montre la force de l'Union pour la Méditerranée. Et je remercie encore une fois le gouvernement marocain, le roi du Maroc, pour soutenir et pour s'investir autant dans cette union entre l'Europe et les pays de la Méditerranée. C'était donc Nicolas Schmitt de la Commission européenne. Dans un contexte climatique marqué par le déficit pluviométrique, l'importance du système d'irrigation basé sur les khatarats ne cesse de démontrer son importance. Ce système suscite l'intérêt de plusieurs scientifiques qui lui ont consacré plusieurs études, des études qui sont désormais archivées à la Bibliothèque nationale du Royaume. Abdelmjid El-Hallaoui, Mehdi Chtaïbi et Oumé Marami. Les khatarats, un modèle de gestion hydraulique singulier qui fait la fierté du Maroc. Un savoir-faire ancestral en matière de gestion des ressources hydriques. Présent depuis des siècles dans 6 régions du royaume, ce patrimoine immatériel authentique a eu le temps d'évoluer, de changer et d'épater sans cesse les scientifiques. J'ai travaillé 22 ans au Maroc sur les oasis. J'ai beaucoup été intéressé par les khatas. Donc, au cours de ces 22 ans, j'ai réuni beaucoup de documents
qui servaient à la rédaction de livres, d'articles et aussi à la formation des jeunes Marocains. Et donc tous ces documents, mais ça consiste à des choses extrêmement variées. Ce travail d'archives est un travail colossal, très global. On y retrouve des études réalisées autour des khtarats, des cartes et des photos uniques de ce modèle singulier de gestion hydraulique et qui a des dimensions anthropologiques et sociologiques. Un patrimoine immatériel ancestral qui a besoin d'être préservé. Et c'est là le but de la Fondation Miftah Assad. Cette institution œuvre pour la préservation du capital immatériel du royaume. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu le prix national d'excellence pour le développement durable. L'archive, il appartient à tout le monde. Et je pense que nous travaillons pour la future génération. Alors il faut laisser quand même, nos aïeux nous ont laissé une richesse inépuisable qui touche l'identité marocaine. À nous de compléter cette marche tellement honorable, tellement précieuse, et nous en faisons un devoir de la continuer selon nos possibilités. Les archives, une véritable richesse nationale. Leur rôle en tant que garante de l'histoire des peuples et de leur présent n'est plus à déterminer. Vous aimez l'art plastique, la nature vous inspire et vous confère beaucoup de sérénité et de plaisir. Eh bien, cette exposition collective est pour vous. Les artistes de différentes sensibilités se partagent le même espace pour mettre en avant leurs œuvres. Nous y retrouvons les 4 éléments de Dame Nature, l'eau, la terre, l'air et le feu. Marim Elmissi. On pourrait presque se perdre dans ces mosaïques de motifs, cette abondance chromatique et cet imaginaire sans retenue. L'exposition offre aux visiteurs un panorama éclectique de 70 œuvres. Comme sur cette toile, l'artiste intrigante Leila Nagy relate son rapport avec l'univers, l'eau et le feu. Le feu, il nous fascine, il nous transporte, il nous fait peur, il nous réchauffe. Concernant la mer, c'est une profondeur de l'âme. Et moi, j'adore les profondeurs des océans, j'adore l'eau, j'adore les vagues qui viennent et qui repartent avec nos empreintes. Sous une peinture à l'apparence simpliste, l'artiste Fendi présente lui aussi une œuvre profondément marquée par des événements historiques, comme le volcanisme, un acteur majeur de l'histoire de la Terre. C'est une symbiose entre les 5 éléments. Elle commence par l'air volcanique, ici, parce que c'est le feu originel. Puis il y a une aire maritime, c'est l'air de l'eau, et puis une aire végétale. Je suis ravie de trouver un certain nombre de choses que j'apprécie particulièrement. Il y a un jeu avec les couleurs pour le bonheur des yeux, c'est parfait. Il y a des choses très agréables à regarder. Il y a des techniques que je ne connaissais pas, et notamment les tableaux éclairés qui sont en bas que je trouve très originaux. Des toiles épinglées avec minutie. Elles sont l'œuvre de 24 artistes reconnus et d'autres novices de la discipline. C'est tout l'art de composer avec plusieurs styles et techniques. Des tableaux conçus en moins de 5 semaines, spécialement pour cette exposition. Les artistes ont essayé d'aller au-delà de l'évidence. Chacun y est allé avec son style, sa manière de voir, sa manière d'analyser ces éléments et surtout sa manière de voir la relation entre ces éléments. Les rapports de l'homme avec son univers naturel, immortalisés dans une iconographie très esthétique. Une expérience visuelle à vivre jusqu'au 25 mai. Une exposition collective qui vaut le détour. Ce qui est certain, c'est que tout le monde y retrouvera son compte. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.